Bonjour. Dans le cadre du cours Traditions spirituelles autochtones, nous avons célébré le solstice d'été, le 21 juin dernier, décrété la Journée nationale autochtone, en offrant aux étudiants une excursion sous forme de pèlerinage à Ganawagé. Ce voyage est un vibrant témoignage de la manière contemporaine de vivre chez un peuple autochtone tel que les Mohawks, tout en incorporant les enseignements traditionnels et religieux catholiques. Nous avons filmé quelques passages et enregistré les témoignages des étudiants sur leur expérience. Tout d'abord, une visite au Centre culturel et linguistique Kanien'kehá:ka nous a permis de voir comment les programmes communautaires, salles d'exposition et autres services entretenaient la transmission de la langue et de la culture vivante. L'aîné Tommy Deer, qui nous a accueillis, nous a raconté le récit de la création de la femme du ciel, à la base du système de croyance iroquoien. Il nous a expliqué les principes fondamentaux de la maison longue, le rôle des aînés dans la mémorisation et la transmission des règles et des valeurs, ainsi que des coutumes particulières associées aux célébrations, suivant le calendrier annuel des 13 lunes, en tenant compte des équinoxes et des solstices, ainsi que des instruments qui y sont associés. Par exemple, un des jeux de société consiste en l'usage d'un bol contenant 6 noyaux de pêche qui a pour but de renouer des liens d'amitié, cela durant le festival de la mi-hiver qui débute après la pleine lune de la nouvelle année. Les divers éléments culturels et historiques nous ont permis de réviser ce que nous avions appris sur le modèle de la Haudenosaunee, c'est-à-dire la maison longue, sur sa structure politique, sociale et économique, basée sur des règles démocratiques, de partage, de justice, de paix et d'égalité. En particulier, le rôle essentiel des mères de clan pour prendre soin de la communauté et lire les porte-paroles diplomatiques selon les protocoles et de s'assurer du respect accordé aux femmes et aux aînés. Au dîner, on nous a servi la soupe des 3 sœurs, maïs, courge, haricots, ainsi que la boisson à base de jus de fraise, le premier fruit de la saison estivale, célébrant ainsi le solstice d'été. Et puis s'il y a une chose que je garderai de ce cours, je ne sais pas pourquoi et je ne pourrai pas l'expliquer, donc ne me posez pas la question, c'est l'image du wampum avec les lignes parallèles. Ça représente pour moi l'image du monde dans lequel on pourrait vivre, c'est possible. Et que ces lignes parallèles et pures voudraient dire pour moi que on pourrait garder sa différence. C'est très important, cette authenticité personnelle que toute personne devrait garder, on doit la garder, mais ça n'empêcherait pas qu'on puisse vivre dans une harmonie, dans un respect, puis chacun son petit bout de chemin. Et puis, ça fait un beau décor. Ensuite, nous sommes allés à l'église catholique de Saint-François-Xavier, adjacent au Fort Saint-Louis, construit en 1720, une ancienne mission jésuite située sur le bord du canal Lachine. Nous avons découvert le sanctuaire de la Sainte Catherine Tekakwitha, ainsi que son petit musée d'objets archéologiques, historiques et culturels. Alors ici, l'église, l'originale était très petite. C'était établi ici en 1720. La mission originale était à La Prairie. Et en 50 ans, ils ont déménagé 4 fois. C'était pour accommoder surtout les besoins agriculturels des Mohawks. Donc, quand la terre devenait vide ou qui ne rendait plus, ils déménageaient puis s'installaient pour faire leurs besoins agriculturels. Ils sont arrivés ici et c'est les Jésuites qui ont fondé la paroisse ici. L'église originale commençait ici et terminait au grille du choral là et était la largeur d'un banc. L'église par la suite
Ils ont agrandi quand ils ont décidé de rester ici en permanence. Ils ont agrandi, mais en faisant le tour de l'église. Donc, ils n'ont pas démoli l'église, ils ont rajouté des ajouts, des étages, des ailes, et ils ont fait l'église que vous voyez présentement. Vous allez voir, surtout, il y a beaucoup d'influence française et Mohawk. Vu que c'était les jésuites, ils étaient français. Les sœurs ursulines aussi ont donné beaucoup d'objets d'art, des statues, surtout le Jésus qui porte l'homme dans le devant. L'âme du sanctuaire est en argent massif qui a été donné par un citoyen de Paris pour nous. Les statues que vous voyez sont faites par des Mohawks et représentent surtout, vous allez voir beaucoup de culture avec les couronnes qui sont faites en perles. En perles, merci. Surtout la couronne de Caroline et la couronne de Marie. Ici, Marie a une coiffe traditionnelle. Oui. Les toiles en arrière ont été données par le roi Charles de France pour nous. Le chemin de croix a été sculpté en 3 dimensions par un sculpteur italien. En 1926, et les ajouts en Mohawk ont été mis en 1928. C'était ajouté par la suite. Ici, vous allez voir aussi, sur le devant de la chaire, ici, c'est la prière de Notre Père qui est écrite en Mohawk. Si vous venez à la messe le dimanche, la prière de Notre Père est dite en Mohawk par tout le monde, même le prêtre qui vient de Dominicain, qui a appris le Mohawk et il la récite par cœur. Et les chants sont faits uniquement en Mohawk aussi pendant la messe du dimanche. C'est une chorale exceptionnelle. Donc, la crucifix en arrière que vous voyez a été donnée ici en 1930. C'était donné pour surtout commémoriser les 35 personnes de la région qui travaillaient le fer, mais qui ont péri pendant le désastre du pont de Québec. Et beaucoup de Mohawks travaillent encore le fer. Alors, la croix, en tant que telle, était donnée ici par les sœurs Ursulines pour commémoriser les 35 personnes qui sont décédées lors de ce désastre. En tenant compte aussi qu'ils travaillent beaucoup le fer, la structure que vous voyez ici, ça c'était fait par des morceaux de métal qui ont été trouvés dans les débris du World Trade Center. Et beaucoup de Mohawks sont allés à New York pour aider à récupérer et faire le ménage par la suite de ce acte terroriste. Mais ils ont trouvé exactement ce morceau de fer-là. Exactement comme ça. Donc, ils l'ont récupéré et ils ont fait une statue pour commémoriser encore les gens qui travaillent le fer. Pendant le désastre du pont de Québec, vu qu'il y en avait 35 qui sont décédés, mais qui étaient surtout de très jeune âge, il y a au moins 35 lignes de famille qui n'existent plus parce que c'était les derniers hommes. Et puis, il y a 35 lignes de famille que ça terminait là. Le plafond a été peinturé par un peintre italien, M. Lincieri. Dans ces peintures, ce qui fait qu'elles sont originales, il met souvent les visages de sa famille. Donc, la photo de Marie ici, l'Annonciation de Marie, son visage, c'est le visage de son épouse. Le tableau qui est là, où les enfants viennent à Jésus, les 2 enfants, un qui est agenouillé, c'est son fils de 11 ans, et celui qui est debout, c'est son fils plus jeune de 5 ans. Et dans le tableau, face à ça, l'homme à l'extrême gauche, c'est M. Lincieri lui-même. Il s'est peinturé dans le tableau.
Et l'autre chose qui est intéressante, c'est que les deux anges ici, les deux tableaux des anges, celui-là et celui-là, un est un garçon et un est une fille. Ce qui est intéressant parce que les anges ne sont pas supposés d'avoir c'est pas supposé d'être des filles ou des garçons, mais lui il a fait un ange garçon et un ange fille. La toile que vous avez là, c'est exactement la toile qui était présentée dans le carré à Saint Peter's pendant sa canonisation de Catherine. Ils l'ont pris pour la cérémonie et ils l'ont retourné à Kanawake par la suite. Donc c'est l'original. Ici vous avez le tombeau de Carrie. C'était une jeune fille qui était née avec une mère algonquine et un père mohawk. Sa mère était catholique, mais pas son père. Ses deux parents et son frère plus jeune sont décédés de la variole, smallpox, et elle était restée défigurée par les cicatrices de la maladie. Et elle est devenue aveugle. Le nom Tekakwika, ça veut dire la personne qui tient les choses en ordre. Et vu qu'elle était aveugle, c'était très important pour elle de garder tout bien rangé pour qu'elle puisse trouver ses choses. Elle est décédée à l'âge de 24 ans. Elle avait été baptisée à l'âge de 20 ans. Et un an plus tard, elle a reçu sa première communion, qui était quand même un grand accomplissement parce que normalement, ça prenait 8 ans entre le baptême et la première communion. Mais elle, vu qu'elle était très pieuse, ils ont accordé sa première communion à l'âge de 1 an plus tard. Dans ce tombeau, c'était le tombeau original en bois et en dessous, avec Catherine. Et le tombeau en marbre a été présenté ici à Kanawake par les sœurs d'Isabelle, qui est comme les chevaliers de colon, mais pauvres femmes, ici à Kanawake. Rappelons que la jeune amérindienne a été canonisée à Rome par le pape Benoît XVI en 2012. Beaucoup de pèlerins viennent à chaque année pour chercher réconfort, consolation et pour exaucer leurs prières. Plusieurs guérisons miraculeuses ont eu lieu peu après sa mort en 1680, et d'autres témoignages ont suivi. Pour la majorité des Autochtones, chrétiens ou non, elle devient un symbole de résistance, une survivante du traumatisme de la colonisation. À une époque complètement bouleversée par les guerres et les conflits, sa quête mystique l'a peut-être amenée à toucher l'essence profonde du message du Christ au-delà de l'apostolat. Le père Chauchetière l'a reçu en vision pour y peindre son portrait, seule peinture authentique encore bien conservée au musée. Certains des murs de pierre faisaient partie du vieux fort qui était ici. Dehors, vous avez le plus vieux mur, vous le voyez par ici. C'est le plus vieux mur de la Nouvelle-France. Ça faisait partie du fort qui était ici. Le musée contient de nombreux trésors du régime français. La cuisine est là. C'est encore la vieille cuisine originale qui était là avec la tête en pierre et le chaudron. Un crucifix en ivoire qui était de la France, offert par le pape Jacques Frémet. Les manuscrits, vous allez trouver aussi les manuscrits des chants grégoriens qui datent des débuts des années 1800. C'était quand même des choses reliques des jésuites qui ont laissé ici, qui ont trouvé. Souvent, c'est des choses que les familles avaient eux, puis ils ont apporté parce qu'ils trouvent soit dans leur maison, parmi les choses qu'ils ont gardées dans les familles anciennes, et ils apportent ici. Mis à part la peinture peinte par le père Chauchetière, ce serait quoi les objets les plus anciens qui seraient de l'époque à peu près de...
Il y a le monstrance ici. Le monstrance ici. L'ostensoir. Oui. D'accord. L'ostensoir, il date de 1668. De 1768, l'ostensoir. Est-ce que les femmes, étant donné qu'on a vu leur talent de perleuse, de broderie, est-ce qu'elles travaillaient, elles faisaient beaucoup d'ouvrages pour l'Église? Oui, puis même cette chose ici aussi. Oui. Les prêtres, même si vous voulez, pendant la semaine, les prêtres, les vêtements, oui, oui. Donc c'était sur les tas, Oui. voilà, On a le diable qui est ici, que nous renvoyons, c'est fait de même. c'est fait à la main aussi, Oui. ce qu'ils portent. Oui. Et c'est vraiment traditionnel. Les enfants de cœur, c'est des vêtements traditionnels aussi avec des rubans, puis le ribbon dress. Oui. C'est vraiment spécial de voir. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui assistent à la messe dimanche? Oui. D'ici ou des touristes? Il y a beaucoup de touristes, mais beaucoup de gens d'ici. Ah oui. Oui. La relation avec le monde céleste et terrestre est très importante dans la cosmologie iroquoienne. On dit spiritualité autochtone, puis ce que je trouve intéressant de ça, c'est finalement justement un peu comme on a parlé quand on était à la Maison Longue, mais qu'il n'y a pas vraiment de dogme. Même en disant croyance, je sais pas si j'aime vraiment le terme croyance, parce que je trouve que ça porte à mettre ces croyances-là seulement dans la sphère religieuse ou spirituelle. Puis moi, j'ai même l'impression que ces croyances-là, finalement, transcendent toutes les sphères, sont dans la sphère sociale, sont dans la sphère politique, puis finalement, il y a peut-être tout simplement pas de sphère. Justement, avec cette idée-là de grand cercle, que tout est en harmonie, puis tout est en relation, il y a une unité, finalement. Donc, le fil conducteur, je dirais, c'est le grand cercle. Il nous a été interdit de prendre des photos, de filmer ou d'enregistrer quoi que ce soit à l'intérieur de la Haudenosaunee, soit la Maison Longue, considérée comme un centre de dévotion pour les cérémonies et célébrations, ainsi qu'un lieu de prise de décision en conseil pour ceux et celles qui suivent les enseignements du grand pacificateur et de Hiawatha. Selon la coutume protocolaire, les femmes ont été invitées à entrer par la porte de l'ouest et les hommes par la porte de l'est. Ainsi, il y a deux côtés, un féminin et l'autre masculin, à l'intérieur de la Haudenosaunee. On nous a expliqué que cette séparation n'était nullement sexiste, mais plutôt une façon de vivre en complémentarité des forces masculines et féminines. Dans cet esprit de réciprocité, une assemblée doit prendre des décisions importantes pour le bien-être de la communauté. Le conseil est guidé par les esprits gardiens des clans de l'ours, tortue et loup et doit toujours commencer par des paroles d'ouverture. C'est ainsi que l'aîné Charlie Patton nous a accueillis avec des paroles bienfaisantes sous la forme d'une prière d'ouverture en Kanien'kehá:ka, la langue traditionnelle Mohawk. Après un moment à écouter ses enseignements, il a clôturé de la même manière par une prière de remerciement. Il s'est adressé au Créateur et à tous les éléments de la création pour honorer les créatures visibles et invisibles gravitant autour du cercle de vie. Parmi les étudiants, 4 porte-paroles ont été nommés pour recueillir les commentaires suivants. Dans notre groupe, on a retenu des choses assez différentes. Pour Iman, la Maison Longue qui rappelait beaucoup l'ambiance familiale. Samuel qui a quand même amené l'idée de ce qu'on a vu dans l'Église au niveau du syncrétisme, du lien entre les traditions autochtones et la religion catholique. Assez d'accord sur le fait qu'en allant dans la Maison Longue, on a appris sur le fait que les différences hommes-femmes ne veulent pas dire qu'il n'y a pas d'égalité entre les hommes et les femmes, mais que les hommes et les femmes sont différents, et c'est correct, et que dans nos sociétés, on va souvent dire que les hommes et les femmes sont pareils, mais on peut être égaux sans être pareils.
l'exposé, le désir de retour aux coutumes ancestrales, surtout cette question de conservation de la langue, d'apprendre à ceux qui n'ont pas eu la chance de connaître la langue, de la connaître, de l'apprendre. Et suite, ce qui a touché les autres membres, c'était l'expérience personnelle du guide face aux événements historiques. Et puis, on a trouvé que dans la Maison Longue, c'était comme une sorte de méditation contemplative. Mais un point négatif qu'on avait relevé, c'était l'absence des femmes. On aurait aimé avoir quand même une femme, une aînée qui nous parle de ses expériences, etc., de ses rapports, mais on n'a pas vu ça. Oui, pour la Maison Longue, on a dit qu'on avait quand même une impression importante. Laurence a parlé d'une expérience personnelle pour elle qui avait été très forte. On a parlé d'une sorte d'aura qui avait été partagée au sein de la Maison Longue et au travers du discours de l'aîné, qui nous avait tous un peu rendus paisibles, on va dire. Une sorte d'énergie, c'est ça. Et ce qui nous avait touché aussi, c'était la sincérité dans le discours des deux aînés. Moi, j'avais parlé aussi du fait qu'on voyait vraiment ce qu'on avait appris en cours au travers de leur discours, le concept de qui suis-je, d'où je viens, qui venait naturellement dans la façon dont ils parlaient. Le plus touché de la visite a été vraiment la simplicité des gens et l'école de langue pour adultes. Où il a parlé que justement, il voulait peut-être même pouvoir la visiter parce que c'est quelque chose de très inspirant pour la communauté. Sanchal a soulevé que ce qui l'a le plus touché, c'est qu'elle a vu que les Autochtones sont des bons passeurs, puis leur chaleur envers les étrangers, comment ils les accueillent très bien. Puis elle a souligné leur esprit fort malgré les souffrances, puis comment ils sont persévérants en tant que communauté. Puis moi, qu'est-ce qui m'a le plus touchée, c'est le discours de l'aîné à la Maison Longue en Mohawk, donc le début et la fin dans une langue étrangère, mais qui a été très touchante, qui est vraiment venu le chercher. La petite maison bleue qui est là, c'est le gym pour femmes. Puis au deuxième étage, c'est le journal communautaire Eastern Door qui a gagné le prix du meilleur journal communautaire au Canada. Oh, ça fait un mois, ouais. Puis je travaille pour eux autres. Moi. Je suis journaliste avec la thématique historique. Là. Si on regarde les vieilles cartes des Anglais, des Français et des Hollandais, si on voulait dire qu'une de ces colonies-là faisait des coups avec les cartes pour représenter leur colonie et tout ça, mais tout le monde avait la même carte. Les Mohawks étaient tout en bas du fleuve Saint-Laurent. Ils n'étaient pas au nord du fleuve Saint-Laurent. C'est ceux qui ont suivi les chrétiens qui sont montés jusqu'à Deux-Montagnes puis qui sont montés à Montréal. On a tous ces récits-là du côté de New York. Que nos frères qui sont partis vers le nord du Canada, ils ont suivi les chrétiens. Fait que c'était une partie de la population qui avait cédé beaucoup le passé traditionnaliste pour tomber vers la chrétienté, pour céder à la chrétienté. Puis ça allait jusqu'au pensionnat, dans le sens que ça s'est toujours perpétué. Récemment, j'ai retrouvé tous ceux qui étaient dans les pensionnats autochtones de 1900 à 1920. Ils étaient tous à Wake-Wimicon, puis éventuellement, c'était à Spanish en Ontario, proche de Thunder Bay. Fait que quand il était envoyé au pensionnat, il t'envoyait pas un pensionnat dans une communauté à côté. Il t'envoyait très très loin pour que tu vois juste tes parents une semaine l'été puis une semaine l'hiver. Comme ça, ta langue, tu la parleras plus jamais. Tu revenais voir tes parents ils parlaient juste la vieille langue, mais toi tu parlais juste l'anglais ou le français. Mais il y a une partie de la population qui ont réussi à s'isoler, puis secrètement, qui ont tout conservé, puis dorénavant dans les écoles à Kanesatake, à Kanawake, tout est renseigné. Même, on sait que même les chrétiens, la Bible, c'est en langue iroquoise. Tout est traduit. J'ai même de la famille du côté de Kanesatake qui ont... À Kanesatake, c'est beaucoup méthodiste.
ici, il y a eu une petite montée du méthodisme vers les années 1880. C'était le chef de Kanesatake qui a été converti en même temps que Louis Riel. Ils ont été au même collège de Montréal. Ils ont fondé l'église méthodiste à Kanesatake. Puis il a essayé de convertir le chef Saucé Onasakenral, qui était avec Louis Riel au collège français. A tenté de convertir les Mohawks de Kanawake avec le méthodisme, mais ça n'a pas fonctionné. Il y a une petite église, on peut dire qu'il y a peut-être une soixantaine de personnes dans la communauté qui y vont, puis pas sur une base régulière du tout. Donc, ça n'a pas fonctionné tellement, le développement de la région méthodiste. Toutefois, à Kanesatake, c'est 70% de la population. C'est une des choses qui fait une grande ségrégation dans les deux communautés. C'est la religion. On leur doit beaucoup aux Mohawks. Puis je trouve que c'est une façon de les remercier que de dire, on va venir vous rendre visite, apprendre à vous connaître, et puis de ramasser des trucs touristiques, et puis de diffuser ça dans vos milieux, à votre parenté, s'il y a des gens de l'extérieur qui viennent vous voir, vous visiter, on va vous amener ici, on a été bien accueillis, puis donc vraiment de faire du bouche à oreille, parce que ils ont besoin de ça aussi. Ils ont vécu isolés et c'était pas nécessairement par leur choix. On a vu que la loi sur les Indiens était tellement méprisante qu'elle les a aussi reculés, les a empêchés de se développer normalement comme communauté. Et puis, il n'a pas été dans les détails, mais on le sait à quel point aussi que ça a créé des scissions à l'intérieur même de la communauté. Donc tout ça, c'est pas facile. Ils veulent revitaliser leur culture, leur tradition, leur histoire et de la faire connaître au monde entier. Puis on a ce rôle-là, nous aussi, de diffuser. En faisant vivre un processus d'intégration qui permet de réfléchir sur leur propre perception, référant au modèle d'apprentissage, les étudiants ont analysé leur cheminement dans une démarche plus profonde, enracinée dans leur histoire et dans celle des Autochtones.